Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur TASED TV. À la une de cette édition, pomme cannelle, autrement appelée en langue nationale, sonson, est un fruit du sud américain qui est présentement bien convoité par les consommateurs sur nos marchés locaux. Quelles sont ses vertus? Les détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, arbre d'Amérique du Sud, la pomme cannelle, communément appelée en langue nationale le sonson, est un fruit qu'on retrouve un peu partout dans le milieu agricole à travers le monde. Fruit bien convoité par les consommateurs, actuellement il est très présent sur les marchés maliens. D'après les spécialistes de la médecine, sa consommation a plusieurs avantages sur le plan sanitaire. Awa Traoré et Pascal Dramé nous en disent plus dans cet élément de reportage. La pomme cannelle, appelée par les siens sonson, envahit nos marchés en cette période de fin hivernage. Un fruit très juteux, il est d'origine du sud-américain. Pour son goût sucré, la pomme cannelle est convoitée par les consommateurs qui n'ont jamais manqué de faire ses commentaires. Personnellement, j'achète beaucoup les pommes cannelle car je les aime. Et même après les repas, mes enfants et moi aimons les consommer. Nous l'achetons tout le temps parce que c'est une voisine qui nous les vend et à des prix abordables. Aussi parce qu'elle les cueille au champ dans la facilité. Les fruits ont beaucoup de bienfaits, surtout les pommes cannelle. Consommée par des milliers de personnes à cause de ses vertus, selon les spécialistes de la médecine, la pomme cannelle a de nombreux avantages sur le plan sanitaire. La pomme cannelle est un fruit très consommé dans notre contexte actuel et il a beaucoup de bienfaits sur la santé. C'est un fruit qui est riche en vitamine C et grâce à cette richesse en vitamine C, il a une action antioxydante pour nous protéger contre le phénomène d'oxydation et par conséquent contre l'accumulation du taux de cholestérol, de mauvais cholestérol dans l'organisme. Donc ça va prévenir par les mêmes effets la survenue de maladies métaboliques non transmissibles. C'est un fruit très riche en minéraux également. Nous retrouvons du potassium pour réguler la tension artérielle, nous retrouvons le magnésium, mais c'est très riche en neurotoxines végétales, donc tout le monde ne peut pas en consommer. Il y a certaines maladies liées au système nerveux cérébro-spinal. Lorsqu'on souffre de ces maladies, on ne doit pas en consommer parce que ça peut accentuer l'effet de tremblement. Devenue une véritable source de revenus en ce temps-ci à cause de la forte demande, certains vendeurs de la pomme cannelle évoquent des difficultés d'approvisionnement. La pomme cannelle a beaucoup d'importance et en plus de cela, elle est appréciée par de nombreuses personnes à cause de son goût sucré. À vrai dire, nous rencontrons vraiment beaucoup de difficultés car souvent, quand nous partons chercher les pommes cannelle, on y trouve assez de monde et pour pouvoir en avoir, il faut beaucoup d'efforts. La pomme cannelle est un fruit saisonnier, elle n'est pas disponible tout le temps. En plus, nous n'avons pas assez de cultivateurs qui la cultivent. Nous l'achetons pour avoir un peu de bénéfices avant la fin de sa période de disponibilité. Bien que ce fruit soit d'origine américaine, la pomme cannelle est cultivée par beaucoup d'agriculteurs maliens, donc on y retrouve aussi chez nous. Depuis la présentation de l'avant-projet portant sur la Constitution au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, par la commission de rédaction le 18 octobre dernier et sa mise en disposition au public, chacun y va de son analyse et critique. Directeur Ibrahim Songo, le président de l'Observatoire pour les élections et de la bonne gouvernance au Mali, nous livre les siennes. Il est au micro de Aminata Koumaré et Moussa Samake. Nous pensons que l'avant-projet de la nouvelle Constitution connaît des avancées significatives. Nous avons d'abord salué le rôle de la commission qui a rédigé l'avant-projet de constitution et parmi les avancées on peut citer par exemple la lutte contre l'homosexualité au Mali. Et il est clairement dit que le mariage c'est entre un homme et une femme. Donc cela exclut les mariages entre hommes et hommes, les mariages entre femmes et femmes.
Donc ça, c'est clairement affiché et ça répond à nos cultures. D'autres avancées, c'est par rapport au rôle de la société civile. La société civile, pour une première fois, a été reconnue. Son rôle a été reconnu dans la construction de la démocratie et son rôle a été cité dans l'avant-projet de constitution. Pour nous, c'est une avancée remarquable. D'autres avancées ont trait au processus électoral. Quand on voyait dans l'ancienne constitution de 92, on disait que d'entre deux tours de la présidentielle, c'était le 2 dimanche. Il n'y avait que 15 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Maintenant, dans l'avant-projet de constitution, le deuxième tour de l'élection présidentielle est fixé à 3 semaines après la publication des résultats provisoires définitifs par la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'on attend à ce que la Cour constitutionnelle proclame le résultat définitif du premier tour et 3 semaines après, il y aura le deuxième tour. Donc cela est une avancée. D'autres avancées, c'est par rapport à la loi organique des députés. Au mode d'élection des députés. Le mode d'élection des députés a changé. Dans la Constitution de 92, on ne précisait pas si c'était un scrutin majoritaire, mixte ou bien un scrutin proportionnel. Mais avec cet avant-projet de constitution, on voit qu'il est dit clairement que l'élection des membres de l'Assemblée nationale et l'élection des membres du Haut Conseil de la Nation, qui est l'équivalent du Sénat, qui a été introduit dans la Constitution, donc cette élection s'est faite soit avec le scrutin majoritaire, soit le scrutin proportionnel ou bien le scrutin mixte, c'est-à-dire la combinaison de majoritaire et de mixte. Et cela est une avancée extraordinaire pour nous parce que si on se réfère aux circonscriptions électorales comme Kati, qui a 7 députés, avant avec le mode d'élection des députés, si deux listes arrivent en finale, la liste qui a 50,01% remporte les 7 députés et la liste qui a 49,99% n'a aucun député. Or aujourd'hui, si les Maliens adoptent cette nouvelle constitution, le mode de scrutin va changer et la représentation des partis politiques au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Haut Conseil de la Nation sera renforcée. Donc il y aura une véritable représentativité de toutes les pensées d'opinion au sein du Parlement et cela pour nous est une avancée extraordinaire. Au Mali, de plus en plus, l'opinion s'interroge sur le respect de la liberté de la presse, surtout en cette période transitoire. Avec la récente mise en demeure de la télévision du Liban par la Haute Autorité de la Communication, HAC, la question est revenue avec beaucoup plus de persistance. Que pense Kourechi, si ces journalistes et analystes politiques du respect de la liberté de la presse au Mali? La réponse dans cet entretien de nos reporters Issa Amaba et Pascal Trami. Aujourd'hui, nous savons qu'avec tous les régimes d'ailleurs, ça n'a jamais été facile. La liberté de la presse a toujours été menacée puisque chaque régime, que ce soit démocratique ou autre, a une tendance à être despotiste. Donc avec la transition aussi, surtout que c'est avec des militaires quand même au pouvoir, nous savons tous que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup, quand même, il y a eu des gens qui se sont même auto-censurés pour leur propre sécurité. Donc c'est à l'ambigu. On ne peut pas dire que la presse elle est totalement libre, c'est-à-dire si elle est totalement sans inquiétude lorsqu'elle diffuse certaines informations ou bien elle diffuse certaines opinions. Et nous avons quand même, il y a des gens même aujourd'hui au Mali qui n'existent, qui ne sont plus au Mali, on ne sait pas d'où ils sont puisqu'ils ont donné certaines opinions. Bon, moi d'abord il faut qu'on se le dise, dans la confraternité, moi je pense que le premier rôle de tout journaliste, de tout homme de médias, c'est de porter soutien lorsque un confrère est face à une certaine autorité. Je crois que cela a été un peu trop vulgarisé d'une certaine manière, puisque nous sommes entre nous. La HAC, il y a une grande composante de journalistes et d'hommes de médias dans la composition de la HAC. C'est-à-dire on pouvait faire ça, que ce soit une discussion à l'interne, mais aller très vite comme ça à une mise en demeure, c'est-à-dire une certaine sanction. Moi je pense que ça fait peur à tout homme de médias, ça fait peur à tout journaliste de se sentir un peu sous des menaces, sous l'épaule de Damoclès peut-être des autorités en place ou bien de la HAC. Bon, il faut que chacun s'engage. Et qu'on n'accepte pas qu'une pensée unique s'impose, qu'on n'accepte pas qu'une vision unique s'impose. C'est la diversité d'opinions, c'est la diversité des idées, c'est dans la confrontation des oppositions que la lumière va jaillir. Et c'est là dans l'intérêt
d'abord de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ne seront peut-être pas demain au pouvoir, et de ceux qui étaient au pouvoir et qui ne le sont pas aujourd'hui. Mesdames et messieurs, à présent place à la page internationale de ce journal qui nous amène en Guinée-Conakry avec la fixation du délai de la transition en 24 mois. Au Tchad, où les manifestations contre les candidatures de Mahaman Idriss Déby ont enregistré plusieurs morts, et au Maroc avec la mobilisation de l'Union nationale des travailleurs au Maroc contre la vie chère. C'est commenté par Valérien Dako. En Guinée-Conakry, le président de la transition Mamadi Doumbouya, menacé de nouvelles sanctions imminentes, a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, renonçant ainsi à diriger le pays pendant 3 années. Dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois. Au Tchad, les manifestations contre la candidature aux élections présidentielles du président de la transition, Mahaman Idriss Déby, ont fait au moins une 50aine de morts et près de 300 blessés fin de la semaine dernière. D'après le premier ministre tchadien, les manifestations qui ont conduit à cette situation macabre n'avaient pas été autorisées par le ministre de la Sécurité publique. Ce qui n'a évidemment pas empêché les manifestants à occuper ce 20 octobre les enclos des 19e, 7e et 9e arrondissements, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Au Maroc, l'Union nationale des travailleurs au Maroc, en connivence avec le Parti de la justice et du développement, mobilise des certaines des personnes contre la vie chère. C'est l'une des premières fois que les sympathisants du Parti de la justice et du développement descendent dans la rue depuis la défaite du mouvement aux législatives il y a 1 an. Cette mobilisation de l'UNTM, tenue devant le Parlement à Rabat, précède d'autres manifestations dans plusieurs villes du Maroc contre la hausse des prix. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page « Connais-tu ton pays ?» Le saviez-vous? Le Bénin est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Il est le berceau de la religion vaudou, mais aussi les territoires de l'ancien royaume de Dahomey, environ 1600 à 1900. Le Bénin est un État d'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 763 km² et s'étend sur 700 km, du fleuve Niger au nord de la côte atlantique au sud. Le pays fait partie de la CEDEAO et a comme pays voisins les Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Sa capitale politique est Porto Novo et sa capitale économique est Cotonou. Population 13 301 694 habitants. Densité 116 habitants par kilomètre carré. Indicatif téléphonique plus 229. Devise fraternité, justice, travail. Le Bénin est indépendant depuis le 1er août 1960 sous la dénomination de République du Dahomey par les urnes en 1996 et ne rétablit pas la dictature. Le Bénin a comme langue officielle le français et comme monnaie le franc CFA. Le drapeau du Bénin est le drapeau national et le pavillon national de la République du Bénin depuis le 16 novembre 1959. Il aborde les 3 couleurs panafricaines empruntées au drapeau de l'Éthiopie, la nation africaine qui avait le plus longtemps résisté à la colonisation européenne. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur TSD TV, la télé autrement.